Salut les Frenchies et bienvenue dans un nouveau format pour la chaîne de Clutch Time. Ce soir, un format qu'on appellera le MAG, un format où notre but est d'accueillir des gens. Aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur d'accueillir Joris. Salut Joris. Salut à vous. Joris, on va parler un peu de ton parcours. Donc Joris est titulaire d'un compte Twitter NBA France, le Hawks France. Il nous en parlera un peu plus. Et aussi un des rédacteurs du web magazine The Playground. Je n'oublie pas non plus de dire bonjour à mon acolyte de toujours. Salut Simon. Salut Tedesco, ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bon, on va y aller vite. Je pense qu'on a plein de trucs à se dire, Joris. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours, ton lien avec le basket, tout ça, tout ça. Comme tu l'as dit, je suis la personne qui est derrière le compte Hawks France sur Twitter. J'ai lancé récemment le site Atlanta Hawks France aussi, et qui fait partie du petit groupe Le Cercle en partenariat avec QI Basket. De mon côté, le basket je connais depuis pas mal d'années. J'ai commencé à jouer en club vers l'âge de 8-9 ans. Et en fait j'ai commencé à suivre la NBA en 2011 parce que j'avais des amis qui suivaient la NBA, donc du coup en soirée on a commencé à regarder les matchs et je me suis pas mal intéressé aux Hawks de l'époque, avec Josh Smith, Al Horford et un peu toute cette clique là, les Jeff Teague, les T-Mac, Joe Johnson forcément, comment l'oublier. Et voilà. Donc pendant un temps j'étais pas mal passif et j'étais beaucoup dans les commentaires de basketusa.com. Et au final j'ai réussi à être un peu actif dans cette communauté. J'ai quelqu'un, en fait, c'est pas moi qui ai créé le compte Atlanta Hawks France, c'est quelqu'un qui l'a créé et qui m'a contacté parce qu'il a vu que je réagissais régulièrement sur ses tweets et il m'a dit est-ce que ça tente de prendre le compte avec moi. Puis au final c'est moi qui l'ai pris tout seul au bout de je sais pas quelques semaines ou quelques mois, et depuis je l'ai pas mal porté depuis 2 ans et demi. J'ai commencé, on était peut-être à 400 followers, maintenant je suis à un peu plus de 6000 je crois. Ouais. Enfin voilà, on a, avec toute la commu française, on a réussi à faire pas mal de trucs et puis ça commence à bien bouger. Et d'un point de vue un peu personnel, c'est que quand j'ai fini mes études, il a fallu que je parte à l'étranger pour pouvoir valider mon diplôme. Et ça m'a amené à Boston. Et à Boston, en fait, j'ai pu intégrer la rédaction d'Inside Basket. Et en fait, en intégrant cette rédaction, j'ai pu être accrédité NBA. Donc du coup, j'allais voir les matchs des Celtics chaque match à partir de février. Ce qui m'a permis de voir le fameux run jusqu'en finale de conf contre les Cavs où ils prennent un gentil petit sweep de mémoire, ou un 4-1 je crois. Ouais, voilà. Non, qu'est-ce que je dis? Game 7? Qu'est-ce que je dis? Game 7, forcément. Donc t'es familier avec les ambiances NBA, t'as pu y goûter un peu, c'est quelque chose. Tout à fait. Ah ouais, je connais bien le TD Garden, et même j'ai pu faire forcément la salle des Hawks sur un week-end. Pas la meilleure ambiance, il paraît. J'y suis jamais allé, mais c'est pas. Non, on va pas se mentir, la salle était plutôt vide, surtout qu'elle était en rénovation, donc il y avait plein de tribunes qui étaient complètement fermées, etc. Ouais. Donc c'était pas la meilleure ambiance. Après, j'ai pu faire un match de playoff à Philly, et pour le coup, là, il y a une très très grosse ambiance aussi. C'est un bois du lourd à Philly. Ouais, t'es très conférence Est associé, quoi. Ah bah j'habitais sur la conférence Est, donc c'était plus facile à aller voir forcément. Les matchs par là-bas. Ouais, normal. Ouais. Ok, cool. Super intéressant. Et qu'est-ce qui t'a amené donc à participer au web magazine The Playground? Parce qu'on est là pour parler de ça aussi. Carrément. Ce qui s'est passé, c'est que Stelios, donc celui qui est derrière le compte Dunkakis, le graphiste, il est venu un jour nous parler un peu avec différents comptes, vu qu'on a une conversation un peu entre nous avec certains comptes, et il a dit tiens les gars, j'ai l'idée de monter justement un truc qui associerait à la fois le graphisme et le basket, vu que je suis fan des deux. Est-ce que ça tente des gens de participer au truc? Et clairement c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup tous ces graphismes et l'image, etc. Je fais un peu de photographie moi-même de mon côté quand je peux. Ouais. Et donc du coup c'est un projet qui m'a directement emballé, et je lui ai dit oui tout de suite, on est parti, on fait ça. Et donc du coup j'ai suivi le projet de The Playground depuis le tout début. D'accord. Donc c'est un projet qui date de 2018, c'est ça? Ouais.
Et c'était dans les... Juste pour comprendre, c'était dans les... C'était prévu dès 2018 ou déjà depuis 2017 et vous avez mis un peu de temps à mettre en place tout ça. Alors je me rappelle plus exactement de la date, Ouais. mais il me semble que ça avait un petit peu commencé avant. D'accord. Forcément, le temps de se mettre en place, le temps de... Au début, il y a juste l'idée qui est lancée, puis après, je pense que Stelios y a réfléchi pendant un temps, il a mis en place un peu et recensé les personnes qui pouvaient être participants. Parce que sur la NBA, regrouper des rédacteurs, c'est assez facile, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à écrire. Par contre, regrouper ce qu'on appelle les créatifs, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un talent qui est beaucoup plus rare. Donc du coup, il a fallu qu'il joue un peu de ses contacts et qu'on discute un petit peu de ça. Et donc au final, on a réussi à monter le truc. Ouais, ça a mis un petit peu de temps, mais bon, ça l'a fait. Du coup, moi, par rapport à ça, j'ai vu que vous étiez à peu près une quinzaine, si je me trompe pas, dans le groupe, dans le collectif. C'est ça. Et comment vous vous organisez justement, comment vous répartissez entre les articles, et toi particulièrement, justement, tu peux peut-être nous en parler par rapport à l'article que tu as fait là, dans le nouveau magazine, comment est la relation avec les illustrateurs à chaque fois? Ben, c'est plutôt simple, à partir du moment où on a le go, on se dit, on va lancer le webzine et la date de publication devrait être à peu près à telle période. On s'organise assez simplement en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui proposent des sujets qui leur tiennent à cœur. Ça peut aussi être des créatifs qui disent ah tiens j'aimerais bien illustrer quelque chose sur tel sujet. Et dans ce cas en fait on se met en binôme en fonction des affinités. Il y a personne qui dit tiens toi tu vas bosser avec un tel. C'est plus ah ton sujet il m'intéresse, je veux bien bosser dessus, viens on voit ce qu'on peut faire. Et donc du coup c'est vraiment, il faut que ça reste du plaisir à la fois pour le créatif et pour le rédacteur parce que c'est quand même pas mal de boulot. Donc du coup on essaie de faire comme ça plus par affinité qu'autre chose. Ok. D'accord. Donc ouais, tu peux bosser avec l'un puis avec l'autre fois en fait. C'est exactement ça. Je crois que pour l'instant j'ai bossé avec. Si je crois que Stelios en a illustré 2 à moi, mais sinon j'ai bossé avec des gars différents. Ok, d'accord. Et le spectre des rédacteurs et des graphistes, ils ont augmenté depuis la première version, ou alors vous êtes toujours resté à la même équipe? Alors, il y a un socle de base en fait de personnes qui sont restées depuis la première édition. Et après, il y a eu quelques personnes qui, pour des raisons personnelles, n'ont pas pu se greffer au nouveau projet. Voilà. Et donc, du coup, on les a remplacés, on a remis d'autres personnes. Et puis voilà. Les créatifs, c'est la même chose. Je pense qu'il a plus augmenté au niveau des créatifs que des rédacteurs. Ouais. Encore une fois, c'est un talent rare, donc quand on en a, on essaie de les garder un peu. Mais on est resté à peu près le même nombre, mais il y a eu quelques fluctuations sur l'effectif. Bah, on va essayer de faire un focus plus sur celui sur le dernier sorti, donc le numéro 3. Première question, pourquoi ce focus sur l'Europe? Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un focus Europe sur le dernier. Donc chacun essaie de trouver des histoires en rapport avec l'Europe et la NBA. Bah, je pense que c'était relativement simple. L'Europe a eu une place prépondérante dans la NBA à l'heure actuelle. On le voit avec un MVP qui est grec, un défenseur de l'année qui est français, un Rookie of the Year qui est slovène. Voilà, on le voit, la NBA a de plus en plus d'Européens. Je crois que c'est 108 joueurs internationaux cette année en NBA, quelque chose comme ça. Donc ça s'est globalisé. En fait, on s'est dit qu'il y avait des belles histoires aussi à raconter liées à l'Europe. Et donc du coup, que ça pouvait vraiment être intéressant d'essayer de faire un focus sur peut-être des histoires un peu moins connues ou un peu moins, un peu moins parlantes pour les gens. Et essayer d'avoir quelque chose d'un peu différent de ce qu'on avait fait les années précédentes. D'avoir un peu une ligne directrice en termes de rédaction et d'édition. C'est hyper intéressant. Sur celui-là, vous vous concentrez sur l'Europe. Il y a des superbes histoires, notamment sur celle des Hawks en URSS, on en parlera tout à l'heure. Nous, de notre côté, on essaye de se concentrer sur les Frenchies en NBA. Pour toi, qu'est-ce qui fait que justement il y a de plus en plus d'Européens? Qu'est-ce qui fait que je pense peut-être le niveau aussi s'est réduit entre les Américains et les Européens ces dernières années? Et qu'est-ce qui fait
qu'on a aujourd'hui autant d'Européens dans la Grande Ligue? Je pense qu'il y a une question d'influence entre les deux continents. Internet a beaucoup joué là-dessus, je pense. C'est-à-dire que maintenant, on peut facilement avoir des images de la NBA, on peut facilement aller s'inspirer, travailler sur ce qu'ils font. À l'inverse aussi, ils peuvent plus facilement voir les talents européens, avoir les géants physiques, avoir un peu tout ça, voir les gars qui sont vraiment capables de shooter. Le voyage est de plus en plus facile aussi pour venir en Europe pour scouter les jeunes, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'échanges d'informations qui se font des deux côtés de l'Atlantique. Et donc du coup, ça permet d'avoir justement des joueurs vraiment intéressants des deux côtés. Ouais, de toute façon, c'est sûr, hein, c'est la modernisation de tous ces systèmes qui font que on peut s'inspirer. Et puis aussi, on vient scouter les jeunes plus tôt. Et donc, même les jeunes sont formés à la manière NBA. Donc, les jeunes européens. On voit plein de Français ou d'Européens qui vont faire la NCAA ou des choses comme ça. C'est ça. Les pionniers, ça a été... Enfin, les pionniers peut-être pas, mais les Joachim Noah, enfin voilà, tous ces gars-là, ils ont commencé par faire la NCAA. Et puis on s'en rend compte maintenant, même avec les tout jeunes, là, ceux qui vont arriver d'ici quelques années, les Théo Malédon, les Victor, j'oublie toujours son nom, mais c'est des gars qui commencent déjà à scouter et regarder en fait. C'est ça. C'est sûr que les franchises NBA ont déjà un œil sur eux pour voir un peu ce qu'ils peuvent donner et les suivre pour le futur. Et puis il y a une ouverture, même quand on voit là en pré-saison des Howard au Jazz ils sont testés, au moins ils essayent de tester. À une époque ils auraient pris n'importe quel américain lambda et ils auraient dit bon on va le tester. Là ils veulent bien tester un français juste sur une pré-saison. Ouais, c'est clair. Donc c'est aussi cool quoi. C'est aussi cool. Ouais, c'est clair. Ça permet de se faire de la place. Atlanta l'a fait il y a quelques années, on a eu Isaiah Cordigné qui a fait les pré-saisons, clairement, enfin il a jamais fait un match avec les Hawks et puis il en fera certainement jamais. Mais c'est totalement vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on commence un peu à regarder, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il peut pas devenir un joueur valable en NBA sur les prochaines années, donc c'est clair qu'on commence à avoir des tests un peu dans tous les sens. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi le côté, peut-être le rêve aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs européens comme Nowitzki, comme Giannis qui sont arrivés en NBA qui avait un niveau, un fort potentiel, mais un niveau arrivé en NBA qui était moyen, on va dire, et qui ont éclaté au cours des années. Et je pense que justement, ils ont l'espoir de tenter des joueurs en se disant peut-être il peut exploser dans les prochaines années. Oui, clairement. Ça, c'est une certitude. On le voit, il y a plein de paris qui sont faits. C'est pour ça aussi qu'il y a des jeunes qui seraient jamais autant montés à la draft habituellement. Pour le coup, pour revenir aux Hawks, tu prends Trae Young, il y a 5 ans, 6 ans, il aurait jamais été sélectionné en 5, c'est une certitude. Et donc il y a de plus en plus de coups comme ça qui sont tentés, je pense, et un peu des paris pour essayer de choper le gars qui va exploser tout. Ok. Et donc ça, c'est aussi dû à un certain match, à 3 matchs que les Hawks ont fait en 1988 et où tu as écrit dessus. Donc je te laisse un peu présenter l'histoire de cet article et puis après on en discute tous les deux, enfin tous les trois même. Excuse-moi Simon. L'histoire est simple en fait. Pendant la guerre froide, l'URSS et les USA boycottaient tous les événements où l'autre était en présence. C'est-à-dire que l'URSS a boycotté les JO à Los Angeles, inversement pour Moscou, et donc du coup Ted Turner, qui est le propriétaire des Hawks à cette période-là, essaye de mettre en place certains jeux qui permettent de réconcilier tout le monde. Et donc c'est ce qui s'est passé. Il a essayé d'organiser un événement qui permettait à des joueurs NBA d'aller rencontrer l'équipe soviétique. Il a réussi, il a fait jouer 3 matchs à 7 Hawks en URSS, donc un à Tbilissi, un à Vilnius et un à Moscou. Mais forcément, il n'y avait pas que ça derrière la tête, c'était pas juste pour la paix des ménages. Il y avait aussi, il voulait essayer de choper un certain Sabonis qui allait arriver d'ici quelques temps. Et en même temps, c'était une possibilité pour la NBA de faire une ouverture et d'essayer de récupérer certains talents qui étaient bloqués du côté de l'URSS
Et la NBA voulait devenir la plus attractive possible, donc du coup, elle voulait s'ouvrir à ces talents de l'Europe de l'Est. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. En termes d'écriture, comment est-ce que ça m'est venu à l'idée? C'est avec une discussion avec un journaliste qui s'appelle Pascal Guibernet, qui travaille toujours, je sais plus, sur Canal Plus Afrique, et qui couvre la NBA, que j'ai rencontré quand j'étais à Boston justement. Et je lui ai demandé un conseil pour une interview de Steve Holman, qui est le commentateur play-by-play des Hawks à la radio. Et quand je lui ai dit depuis combien de temps il était là, il me dit mais il faisait partie il devait sûrement faire partie du voyage en 88 en URSS. Et j'avais déjà entendu parler de cette histoire, mais je n'avais jamais approfondi. Et donc du coup, effectivement, j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était hyper intéressant, avec beaucoup d'anecdotes un peu dans tous les sens. Enfin, on part en terre hostile au final, quoi. Les Hawks, ils partent en terre hostile. Et donc du coup, il y a toute cette entraide entre les joueurs, avec les joueurs soviétiques aussi, etc. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont vraiment très sympas par rapport à ce voyage. Et donc du coup, ça m'a clairement donné l'idée quand on m'a dit le numéro de The Playground sera sur l'Europe. Je me suis dit c'est hyper intéressant de faire un truc là-dessus. En plus, ça, comme tu l'as dit, ça permet derrière toute l'ouverture vers l'Europe. Donc c'était un sujet qui était vraiment, je trouvais, qui était parfaitement dans le filon de cette édition. Ouais, franchement, moi je l'ai lu et vraiment avec curiosité, je savais pas à quoi m'attendre. Et c'est vrai que déjà, je trouve que tu t'écris super bien, bravo. C'est gentil, merci. Tout au long de l'article, il y a tellement d'anecdotes où on se dit mais c'est ouf. Déjà, c'est dingue que tu aies trouvé ces anecdotes. Je sais pas comment tu as fait pour trouver toutes ces petites anecdotes et de se dire c'est quand même ouf. Avec la NBA d'aujourd'hui, c'est ouf de se dire à l'époque ça a pu se passer comme ça. Aujourd'hui, ça serait impossible. Clairement. Surtout, les stars, les joueurs à l'heure actuelle sont starifiés où qu'ils aillent. Tout le monde va les connaître, tout le monde va les reconnaître. Donc clairement, c'est des choses qui seraient pas possibles. Il y a une anecdote, je sais plus si elle est dans l'article, mais où Dominique Wilkins s'est bloqué dans un aéroport pendant 12 heures avec personne à qui parler, pas une thune pour pouvoir s'acheter à manger. Il a fallu que ce soit un gars qui passe par là, qui fasse « Ah, mais vous êtes Dominique Wilkins, attendez, je vais vous aider pour qu'il puisse rejoindre l'équipe. » C'est des choses qui sont complètement aberrantes et qu'on ne peut pas imaginer en fait. À l'heure actuelle, il y aurait 8 personnes de sécurité autour de lui. Et voilà, ça serait juste impossible. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont aussi, en plus de ça, ils sont super protégés, ils sont entourés, on peut pas les approcher. Tout est différent, tout est contrôlé. Et de voir toutes ces anecdotes-là et ce côté un peu test, c'est vraiment dingue de se dire que ça a pu arriver en NBA. C'est ça. Et pour te répondre sur le côté comment est-ce que j'ai trouvé les anecdotes, ça a été pas mal de recherches. J'avoue, j'y ai passé beaucoup d'heures. Il y a eu il y a eu quelques articles sur Sport Illustrated, il y en a eu un sur la NBA, le site de la NBA, qui en fait sont apparus au moment du 25e anniversaire de ce voyage-là. Et donc du coup, il y a eu quelques informations, et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais prévu une interview de Steve Holman, et donc du coup, j'en ai profité pour lui poser des questions vu qu'il y était. Et je me suis aussi rapproché du photographe des Hawks, donc Scott Cunningham, qui faisait partie du voyage, qui était employé pour Sport Illustrated à ce moment-là. Et donc du coup, c'est pareil en fait, par écrit, il a pu me donner pas mal d'anecdotes et les quelques photos aussi qu'on voit qui sont complètement exclusives. C'est-à-dire que elles n'ont jamais été publiées sur internet, ces photos-là. Elles n'ont jamais été montrées ou presque. Et il a eu la gentillesse et l'aimabilité de me fournir ces photos et nous autoriser le droit de les diffuser et même de les imprimer, vu qu'il y a une version imprimée qui sort. Il y a une centaine d'exemplaires qui sortent. À voir, les photos, elles sont superbes. C'est vraiment des photos de vacances, mais avec des anciennes billets, avec Dominique Wilkins. C'est vraiment très très sympa. Et pour info, vous pouvez trouver, je crois que c'est le 3e match à Moscou sur YouTube. Alors il y a genre 400 visionnages, mais on peut trouver le match des Hawks contre les Soviets en 88 sur YouTube. Ok, ça c'est intéressant, j'irai voir. Je t'enverrai ça. Moi j'aimerais qu'on passe aux Hawks de cette année, aux Hawks de 2019, version 2019-2020.
Et du coup, en tant que représentant des Hawks en France, avoir ton avis sur peut-être peut-être l'été des Hawks et cette saison, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu as aimé, pas aimé des premiers matchs de pré-saison et de saison? Peut-être l'association entre Trae Young et Collins, peut-être l'apport de Vince Carter, son expérience et puis aussi de la hype qu'il apporte pour les Hawks, c'est bien, je pense. Voilà, tout ça. Il y a pas mal de choses. L'intersaison des Hawks a été très mouvementée. On n'a pas gardé beaucoup de joueurs par rapport à l'année dernière. Exit, les Bazemore, les Deadmon, les Torian Prince, Omari Spellman, etc. Tout ça, on a fait un peu table rase et on a vraiment misé encore plus sur la jeunesse, si c'était possible. Et en recrutant des joueurs jeunes, sauf Vin Carter, qui a quand même 152 ans, le gars. Faut bien papa. Non mais c'est impressionnant. C'est impressionnant de le voir sur un terrain à l'heure actuelle et se dire, le gars il a 42 ans, il continue à aller au dunk et à aller jouer contre des gamins qui ont 21, 22 ans et qui sont à force de l'âge. C'est vraiment impressionnant et ça force le respect. Après, en termes de draft, j'avoue que la draft de Hunter m'a un petit peu étonné, enfin surprise, pas étonné, surprise. Je m'attendais pas à ce qu'on monte autant, qu'on arrive à monter autant et qu'on le veuille autant. Mais au final, avec les premiers matchs qu'il nous a fait, son apport en défense, et même en attaque, il est loin d'être catastrophique, il est capable de faire pas mal de choses. Finalement, c'est vraiment un bon choix. On a eu la chance, je sais pas, mais on verra à terme, mais que Cam Reddish descende à la draft. Ouais. On a pu le récupérer et on sait le talent que ce jeune il a. Donc il y a pas mal de talent dans cette équipe-là. Et puis, enfin voilà, accompagné de Trae Young qui nous fait un début de saison qui est époustouflant. Enfin, il est encore à 30 et quelques points de moyenne, je crois, même avec sa blessure, quelque chose comme ça. On est peut-être descendu un peu, mais enfin voilà. Un peu moins, ouais, parce qu'avec la blessure, il a fait qu'une dizaine de points. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, ses 3 premiers matchs, ouais. Même le match à Miami qui réussit un peu moins bien, il finit à 25 points et 9 assists. Ça reste quand même très très bon en fait. Il a quand même beaucoup de choses à travailler, sa sélection de shoot quand ça rentre pas. Et c'est ça que j'ai apprécié dans son match à Philadelphie, c'est que quand il a senti que son shoot commençait à redescendre et être un peu moins chaud, il s'est concentré sur le playmaking et il a un peu moins shooté. Je crois que dans tout le 3e quart-temps, il met pas un point. Je suis même pas sûr qu'il tire une fois. Enfin voilà, c'est en ça, on sent qu'il a développé de l'intelligence et qu'il a beaucoup travaillé sur son jeu. Et puis quand il est chaud, c'est hyper impressionnant. C'est chaud du logo en première intention. Sur le moment, tu te dis non, et puis en fait, tu le vois partir, tu fais bah ouais. Ouais, tu dis pourquoi. Ouais, c'est ça. Et moi, ça m'arrive, je gueule, je fais mais non, prends-le pas. Ah bah si, ok, bon, d'accord. Si ça rentre. Et ouais, en fait, il y a une énorme hype autour de cette équipe, je le sens bien. Dans les mentions, etc. Je vois pas mal de gens qui me disent purée, elle est vraiment fun à voir jouer. Il y a de quoi faire avec John Collins les alley-oops entre Trae Young et John Collins. C'est pareil, ça va haut, ça va loin, c'est impressionnant. Enfin voilà. Après, il y a quand même, faut pas se mentir, il y a quand même pas mal de choses à travailler. C'est une équipe qui est jeune en termes d'âge, qui est jeune en termes d'expérience. Ils ont très peu joué ensemble. Donc il y a beaucoup de pertes de balles, la défense elle est toujours à travailler. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, on espère que ça va se gommer au fur et à mesure de la saison. Et si c'est pas cette saison, écoute, ce sera la saison prochaine. C'est un peu ce qu'on vise en fait. C'est-à-dire qu'on vise surtout une alchimie et à ce que les joueurs s'entendent bien entre eux, qu'ils arrivent à créer leurs automatismes, que les rookies prennent leur place, notamment Cam Reddish qui fait un début de saison qui est un peu compliqué. Enfin voilà, qu'il arrive un peu à se poser et puis à créer le jeu comme il est capable de le faire en fait, comme il était capable de le faire notamment en high school ou en université. Donc voilà, il y a une équipe qui est très très fun à voir jouer. Avec un peu de chance, ça pourra peut-être aller viser les playoffs. Je pense que ça va être compliqué, je pense qu'on va plus viser la 9e ou 10e place. Mais qui sait, sur un malentendu, ça peut très bien accrocher une 7 ou 8e place avec un bon run à un moment ou quelque chose comme ça. Oui, puis si les Pacers restent au fond du trou, ça libère des places aussi. Par exemple. Ce serait très beau d'offrir une dernière campagne de play-off à Vince Carter à 42 ans. De la symbolique, oui, ce serait monstrueux.
Mais c'est vrai que je pense que Trae Young a apporté vraiment le jeu moderne, c'est-à-dire la vitesse, la transition. Après, voilà, il a des shoots, il est dingue. Je pense que le seul point faible, c'est au niveau de sa défense. Donc c'est vrai que les Hawks, je pense, l'objectif, c'est de pouvoir arriver à l'entourer, à le cacher défensivement pour pouvoir éviter de prendre des valises à chaque match, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils draftent des gens comme DeAndre Hunter aussi. C'est intelligent dans ce côté-là. Ah bah clairement. Tu regardes les 3 joueurs qu'on a draftés, donc DeAndre Hunter, comme tu as dit, Cam Reddish et Bruno Fernando. C'est 3 gars qui sont capables de défendre et de jouer dur. Et Trae Young, alors, c'est clairement pas ça en défense, hein. Ça reste toujours mauvais, on peut le dire. Mais il fait les efforts. Il commence à faire les efforts, il commence à se mettre en face de ses joueurs et à essayer de les contenir, etc. Et même s'il a encore des oublis réguliers, notamment quand la balle est loin de son joueur, etc., on sent qu'il y a de l'effort et qu'il essaie de ne pas être le gros boulet qu'il a été l'année dernière en défense. Ouais, après voilà, il s'améliore, c'est un sophomore. C'est ça. Hein. Il y a rarement des sophomores bons offensivement qui arrivent et qui sont complets aussi défensivement. Souvent un rookie, il a une des 2 facettes et après il développe l'autre, quoi. Faut qu'il travaille, ouais. Donc pour toi, 9e place cette année pour les Hawks ? Ouais, je pense que ça va tourner autour de ça. Ça me fait un peu mal de le lire parce que forcément j'aimerais les playoffs, même si c'est pour prendre un sweep, ce qui sera très certainement le cas. Mais ouais, je pense qu'effectivement on sera un petit peu court et voilà. Je pense que si on est bien placé au moment du All-Star Game, on essaiera peut-être de faire un gros rush pour essayer d'aller accrocher la place. Si par contre on voit qu'on est déjà un peu décroché, c'est possible qu'on recommence à tanker un peu et à lâcher des matchs pour essayer de rechoper un... Vous avez vos choix de draft cette année ? Ouais. Ok. Ouais, bah ça dépendra du All-Star Game. Alors. C'est ça. Au moment du All-Star Game, on verra ce que ça donnera. Ok. Bah merci beaucoup, Joris. Eh bien, je t'en prie, c'est avec plaisir. Merci d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que votre magazine, on peut aussi l'avoir en format papier. Tout à fait. Il y a 100 exemplaires, hein, donc faut se ruer. Ouais. Moi, j'ai déjà commandé le mien. Ah, c'est cool. Moi, je l'ai pas encore entre les mains. J'ai eu les premières photos qui sont arrivées tout à l'heure et ça a l'air d'être très très sympa. Ouais, il a l'air d'être très quali, de bonne qualité et tout. Il a l'air bien. C'est un beau. Faut le dire, au niveau graphisme, c'est un beau cadeau pour Noël. C'est ça. C'est un bel objet. Bah même avant Noël, c'est un très bel objet. C'est ça. Et ben en tout cas, merci de m'avoir eu dans l'émission, les gars. C'était vraiment sympa. C'est un plaisir. N'hésite pas la prochaine fois que vous sortez un magazine et puis pour parler des Hawks aussi, ça fait toujours plaisir. Nous on va bientôt revenir pour une émission sur les Frenchies bien sûr. On fait une petite et puis review. en attendant, restez clutch. Salut Frenchie.